Et pour clore cette page locale, zoom sur notre agriculture avec l'association Stop OGM, association écologique qui milite pour une production agricole sans organismes génétiquement modifiés, sans mutagénèse ou transgénèse. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Lermip, membre du conseil d'administration, et Alexandre Bargiban, le président de Stop OGM. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. OGM, mutagénèse et transgénèse, quelles sont les différences? Un petit cours pour commencer, messieurs. On peut faire un petit cours avec juste l'étymologie. Donc mutagénèse, c'est lorsqu'on va faire une mutation des gènes par introduction d'un gène venant d'une espèce différente, alors que transgénèse, pardon, je me suis trompé. On transforme. On transforme. Ouais. Muta, on mute. C'est-à-dire qu'on obtient un gène différent en l'irradiant, par exemple. Donc, en le soumettant à des radiations type Tchernobyl ou Fukushima, on a des modifications du gène. On peut voir les animaux qui sont dans ces zones-là, qui sont modifiés. Et ensuite, on va sélectionner le gène qui va être intéressant et on va le garder, on va le reproduire et ensuite on le reproduit en grande série et puis c'est celui-là qui est planté. Alors quand on n'y connaît rien dans le domaine comme moi par exemple, c'est les oranges on les a fait évoluer, on fait des croisements d'espèces, est-ce que ça peut être assimilé à de la mutagénèse ça? Le croisement de plusieurs espèces? Alors non, en fait, ce qui se passe depuis des milliers d'années avec l'agriculture traditionnelle, c'est les hybridations, ce qu'on appelle les hybridations. Donc on sélectionne plusieurs souches. Voilà, plusieurs souches de mêmes espèces. Il n'y a pas de franchissement de barrières naturelles entre les espèces. Au contraire de ce que font les OGM de transgénèse, il y a une violation de la barrière naturelle entre les espèces. On peut insérer, comme disait Laurent, un gène de poisson dans une tomate et ainsi de suite. Donc, ou alors des espèces végétales qui ont absolument rien à voir entre elles. Hop, on peut les faire des mélanges comme ça. Donc là, voilà, c'est les OGM. L'hybridation, c'est ce qui se fait depuis des milliers d'années, qui a généré toute la richesse de l'agriculture mondiale. Traditionnelle bien sûr, où c'est les sélections des variétés, des graines, etc., que toute la petite paysannerie a fait depuis tout ce temps-là. Et ça énormément, et ça fonctionne extrêmement bien. Il y a des milliers d'espèces sélectionnées depuis des centaines de générations. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les grandes sociétés semencières cherchent à s'accaparer tout ça et à produire leur propre variété non reproductible bien sûr pour qu'ils puissent... Alors non reproductible c'est pareil pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que c'est une graine qu'on plante une fois, elle pousse et après elle ne donnera pas de descendance. On est obligé de racheter l'année suivante. Elles sont stériles à chaque fois. C'est ça en fait. Oui, exactement. Et donc on pourrait en conclure qu'on est tous des OGM issus de mutagénèse, parce qu'il y a eu des mutations effectivement au cours du temps. Et donc le côté qui nous semble à nous non naturel dans l'obtention de ces OGM, et c'est pour ça que pour nous ce sont des OGM, c'est que les mutations sont accélérées environ selon Christian Vello, un spécialiste des OGM, entre 1000 et 2000 fois plus rapide. C'est-à-dire que c'est comme si vous obteniez une graine qui serait obtenue dans 2000 ans, sauf que vous l'obtenez aujourd'hui. Voilà. Alors pourquoi, d'après vous, est-ce dangereux ? Alors, d'après nous, c'est dangereux à deux titres. D'abord, au niveau de la contamination, c'est-à-dire que si l'agriculteur local qui faisait pousser du maïs dans le cheval à côté de ces champs qui sont génétiquement modifiés, lui, il est habitué d'une année sur l'autre à reprendre des graines pour replanter l'année suivante. Eh bien, s'il y a eu contamination par les gènes du maïs planté à côté, il ne pourra plus le faire. Donc ça, c'est un danger au niveau de la sécurité alimentaire. La stérilité, en fait, finalement, de la plante et de la production en général. Voilà, il y a une certaine contamination, si vous voulez, par exemple, des plantes, de façon naturelle, par les pollens. En fait, la biodiversité génétique des plantes, elle est contaminée par ces nouvelles variétés. Et ça se retrouve jusque dans le milieu apicole. Il y a justement un maïs... muté en métropole, ils ont fait des enquêtes dessus et il y avait des contaminations jusque dans les ruches à 15-20 km à la ronde et c'est un maïs de même type que le maïs muté qui est ici. Alors effectivement, il n'est pas interdit
mais ça n'empêche pas que scientifiquement parlant, c'est un OGM, il est considéré comme un OGM. C'est juste qu'il a pour l'instant échappé à l'interdiction. Et je rajoute un petit mot, et justement les grandes sociétés d'ingénierie, là, style Monsanto, sont en train de s'engouffrer depuis quelques années dans cette brèche, parce qu'ils se rendent compte que les OGM de transgénèse sont de plus en plus décriés, sont de plus en plus interdits partout. Il y a quand même 65 pays aujourd'hui dans le monde qui les interdisent ou qui les réglementent très très sévèrement. Et donc ils se rendent compte que pour l'instant, ok, la mutagénèse n'est pas rentrée dans les champs d'interdiction. Alors ils développent ça à grand renfort d'investissement, donc ça se développe à vitesse grand V, et pour justement contourner ces réglementations, mais scientifiquement parlant, on reste dans les mêmes problématiques. Ce sont des organismes non naturels, donc génétiquement modifiés. Alors justement, le 22 septembre dernier, Nicolas Mesdorf, président de la commission du développement rural de la province Sud, déclarait ici même, je cite, « On n'a pas besoin d'OGM pour augmenter la production locale, on n'a jamais utilisé d'OGM, on n'en a pas besoin d'en utiliser demain, épargnons-nous cette mauvaise polémique sur les OGM. Les OGM sont internes en Nouvelle-Calédonie, on ne souhaite pas faire le débat et clos. » Fin de citation. Une réaction ? Écoutez, c'est malheureusement une confusion volontairement faite en termes de communication. C'est une confusion entre l'appellation scientifique et la réglementation, et ça n'a rien à voir. Le maïs pour lequel nous avons communiqué, c'est un maïs donc muté, donc un maïs issu de la mutagénèse, donc c'est considéré scientifiquement comme un OGM. Rien à voir avec les semences hybrides qui étaient importées les années précédentes sur le même domaine. Donc, et là, Monsieur Mesdorf confond. Il dit on a une réglementation pour les OGM, ce maïs n'est pas OGM. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est un OGM issu de mutagénèse, et la mutagénèse n'est pas incluse dans le cercle d'interdiction. Donc voilà, il y a une confusion faite auprès de la population, bon, certainement un peu volontaire, peut-être aussi par un manque de maîtrise du sujet, où ils se sont peut-être fait déborder par les événements. Enfin, en tout cas, les faits sont là. Nous, on est là pour communiquer et pour informer, pour alerter, pour dire attention, là, on n'est plus dans une agriculture traditionnelle avec des semences hybrides et tout ça. Là, on a basculé dans le côté des OGM. Et comme la réglementation est incomplète ici, on peut en parler un peu Alors plus justement, loin. que dit la législation sur les OGM en Nouvelle-Calédonie ? Alors, elle est malheureusement assez incomplète. Elle a été mise en place il y a un peu moins de 2 ans. Fin 2014. Alors, elle n'encadre d'une part donc que les OGM issus de transgénèse, donc les mutagénèses sont absolument pas citées. Par contre, elle encadre les semences de céréales et les semences de fruits, donc uniquement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les légumes OGM, ils peuvent rentrer. Il n'y a aucune interdiction. Comme par exemple la tant redoutée papaye hawaïenne ? Ah la papaye, elle est théoriquement interdite maintenant. Maintenant, on avait enquêté par le passé et tout, et on sait qu'elle est déjà rentrée. Voilà, donc on va... Puis il y a des petites choses qui sont quand même, il y a des petites choses un peu inexactes là que dit monsieur. C'est qu'on n'a jamais utilisé des OGM, c'est faux, ça a été testé. C'est la province Sud qui l'écrit. Ils ont fait des tests donc dans des parcelles de ce maïs, de ce fameux maïs muté. Sur la parcelle, ils ont utilisé également l'herbicide qui va avec, et ils nous informent qu'ils ne peuvent pas replanter quoi que ce soit jusqu'en 2018. Donc ça a été utilisé. Ensuite, il dit quand même quelque chose qui est vrai, c'est qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas du tout besoin de ces OGM pour nourrir la population ici. Et là, sa façon de clore le débat est un peu brève et sectaire. Et nous, ça fait très longtemps qu'on demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de transparence sur tout ce qui rentre, comme même au niveau des essais, au niveau des parcelles, ça devrait être déclaré en mairie quand on fait une parcelle pour éviter qu'il y ait des pollutions autour, on devrait prendre des précautions, quoi. Et donc là, on peut pas clore le débat si brièvement, quoi, c'est impossible. Et puis, si je peux me permettre de rajouter un tout petit mot, il est évoqué que, voilà, épargnons-nous cette mauvaise polémique sur les OGM.
Mais la polémique, nous, on ne fait pas de la polémique, on a informé sur des faits scientifiques, on reste dans le factuel, on n'est pas du tout dans l'émotionnel ni rien. Donc il faut appeler un chat un chat. Il y a du maïs OGM en Calédonie, c'est tout. Donc maintenant, aux autorités à prendre leurs responsabilités face à ça, et parce que la majorité des Calédoniens ne sont certainement pas d'accord avec ça, avec ce virage que va prendre l'agriculture calédonienne. Alors, on a eu d'exemples aussi de plusieurs agriculteurs qui se défendent. Ils disent qu'on dénigre leur agriculture. Hein. C'est le cas notamment de Monsieur Galliot, qui est un des agriculteurs éleveurs de Boulou-Paris, qui a rédigé un article il n'y a pas très longtemps chez les confrères des Nouvelles Calédoniennes, qui explique que, en fait, finalement, ils commandent un certain type de maïs, mais qu'ils ne prennent pas les pesticides qui vont avec. Du coup, il n'y a pas de pesticides de projetés sur leur plantation, et que ce produit est donc propre, clean. Voilà, donc là, on attaque le volet santé humaine. Effectivement, vous allez avoir des associations qui vont avoir tendance à faire des grands scandales, etc., mais à scandaliser les gens, ça empêche un petit peu la réflexion. Donc je voudrais descendre d'un niveau le débat. En fait, les OGM, c'est une avancée technologique. Je ne vais pas dire que Stop OGM est pour les OGM, mais par exemple, pour ce qui est de faire de l'insuline, eh ben, c'est une grande avancée. Donc là, on est favorable à ce genre d'utilisation des OGM. Mais ensuite, en ce qui concerne la santé humaine, on se doit d'appliquer un principe de précaution, parce que vous allez avoir autant d'études qui vont vous dire non, il n'y a pas de problème, les Américains en mangent depuis très longtemps, ici même on mange des poulets qui viennent du Brésil, qui sont nourris aux OGM. Donc, vous voyez, les gens se nourrissent déjà de viande. Mais par la force des choses, et pas forcément par liberté. Alors, ce qui n'est pas par liberté, c'est le fait qu'ils n'ont pas forcément le choix, parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'il n'y a pas encore de législation sur l'étiquetage. Et donc, on n'en meurt pas tout de suite, je veux dire, on n'a aucune preuve comme quoi ça va être hyper toxique, etc. Mais le principe de précaution doit s'appliquer, c'est-à-dire quand on ne sait pas, on s'abstient. Voilà, c'est tout. Voilà, et au moins le minimum, c'est que les gens savent ce qu'ils mangent. On s'abstient et on mène de vraies bonnes enquêtes sur du long terme, et pas juste des enquêtes réduites à leur portion congrue qui ne durent que quelques semaines. Tout ça pour obtenir très hâtivement les autorisations de commercialisation. Alors Monsanto, votre grand ennemi, vient d'être racheté par le groupe Bayer, le géant allemand de l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, ça nous pendait au nez, quand je dis nous, pas Stop OGM, hein, ça pendait au nez du monde, ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, avec la crise agricole mondiale, et il y a les fluctuations sur les prix des matières premières et tout, sans compter aussi le fait que des grosses sociétés comme Bayer, comme Monsanto, sont quand même très 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 décriées depuis des décennies, et que donc ils accumulent les scandales. Ils se retrouvent en position un peu moins de force aujourd'hui, et donc ça les oblige à se regrouper pour soit se racheter une conduite, soit parce que là peut-être tout simplement une image. Peut-être que le nom Monsanto va disparaître parce que ça sera englobé par Bayer, mais ça n'en reste pas moins que les activités derrière, elles n'auront pas changé. Donc Monsanto, ça n'est qu'une étiquette. Après, c'est le système industriel qui est derrière ça, le système financier qui est derrière ça, et qui est vraiment, c'est là où vraiment il faut le rappeler. Le but de ces sociétés, commercialement parlant, leur message, c'est oui, on est là, il faut qu'on nourrisse le monde, etc. Parce que voilà, la population qui monte, on doit avoir une agriculture performante, il faut qu'on nourrisse le monde, donc on va vous faire les semences miracles qui vont sauver la faim dans le monde. Or, dans les faits, c'est absolument pas ça, ce n'est qu'un discours commercial, ça. Dans les faits, c'est simplement un accaparement des ressources semencières mondiales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre qui est un chiffre réel. Hein. En un siècle, le monde agricole mondial a perdu 94% de ses semences en termes de variété. 94%, c'est-à-dire qu'il ne reste que 6% aujourd'hui de ce qui existait il y a un siècle. Des graines souches. Donc et aujourd'hui, c'est au bénéfice de qui tout ça ? C'est au bénéfice d'une uniformisation via ces énormes sociétés. Et le monde agricole aujourd'hui, c'est devenu, c'est fini, c'est fini, c'est en grande partie fini, toute cette paysannerie et tous ces agriculteurs
qui étaient autonomes, aujourd'hui ils ne sont plus autonomes, ils sont esclaves de ces sociétés via le rachat obligatoire et l'utilisation obligatoire de toutes ces semences d'apprentis sorciers là, et de tout le panel, l'arsenal de pesticides et de produits phytosanitaires qui vont avec. Donc c'est vraiment un cercle de dépendance terrible. Alors on parle de plus en plus de la mise en place d'un label qualité par couleur pour identifier les produits sains. Ça serait quand même une bonne chose. Oui, bon, moi ce qui nous intéresse, c'est que ce soit étiqueté, donc qu'on ait le contenant et donc une information rigoureuse, plutôt que pas forcément des couleurs. Mais enfin bon, on peut aussi éventuellement passer par des couleurs, on n'a rien contre. L'idée des couleurs est très très bien, hein, mais là on est plus dans le domaine de la qualité nutritionnelle, alimentaire et tout ça. Effectivement, nous, au niveau de Stop OGM, ce qu'on déplore et ce qu'on réclame depuis des années, d'ailleurs ça n'est toujours pas dans la réglementation, c'est un étiquetage alimentaire obligatoire pour tout produit qui contient des OGM. Y compris ça devient compliqué au niveau de la traçabilité. Quand vous achetez votre poulet en Amérique du Sud, parce qu'aujourd'hui avec la mondialisation, le poulet qu'on mange ici il est fabriqué en Amérique du Sud. Effectivement, en Amérique du Sud, c'est des hectares et des hectares de soit c'est la palme, l'huile de palme ou le maïs OGM transgénique. Donc c'est nourri aux OGM, terminé. On le met sur l'étiquette. Les gens savent ce qu'ils achètent. Et puis voilà pour l'histoire, pardon. Hein, Ils se disent qu'on va vendre 10 cartons pour Nouvelle-Calédonie qui représentent un marché. Un petit marché dans le monde à l'échelle du monde. On n'est pas forcément obligé de leur dire que la volaille a été nourrie à l'OGM. En fait, je précise que la réglementation en métropole concernant l'étiquetage obligatoire des OGM, elle date de 1997, donc elle a presque 20 ans. Donc pourquoi aujourd'hui la Calédonie n'est pas capable de faire la même chose. De dépoussiérer ces textes et les mettre... Alors, en plus de ça, on a travaillé avec l'association pendant 1 an au comité consultatif de l'enseignement, de l'environnement, le CCE. Et donc, en 2013, on a déjà produit un texte qu'on voulait qu'il soit rapidement soumis au Congrès, pour adoption, qui comprenait un volet étiquetage, Donc, le texte est pratiquement prêt depuis 2013, et aujourd'hui, on attend toujours. Donc si vous aviez une question à dire aux politiques qui nous gouvernent, ça serait quoi aujourd'hui ? Mettez ce texte en place ? Mettez ce texte en place, occupez-vous de la santé de la population que vous représentez, et donc on gagnera du temps, on gagnera beaucoup de qualité de vie au niveau de tous les Calédoniens. Alex Bargibon, Laurent Lermite, merci. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Stop OGM Pacifique et que vous avez bien sûr micro ouvert à Radio Océane. Merci messieurs. Merci à vous.